Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Impact au cinéma, elle est à l'origine de votre premier impact auprès du grand public. Un ancien flic qui vit à la montagne vous a permis d'atteindre un autre sommet, celui de l'audimat. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour, merci pour cette présentation. J'apprécie beaucoup. Très joli. On est heureux de vous avoir. Ça fait des années qu'on veut vous avoir, mais que vous êtes tellement occupé entre vos films, vos activités diverses. Je vous tiens, je vous lâche pas pendant une heure. Il y a un nouveau Alex Hugo, on va en parler. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dans votre parcours. Et ce parcours, on va l'évoquer à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé une qui est la première à mon sens à la télévision. C'est le 9 septembre 1988. Votre première télé, vous apparaissez dans La Chaîne, qui est un film tiré du roman de Michel Drucker. Tout à fait. C'était une scène avec Florent Pagny. Oui, qui débutait. Et qui débutait. Et à ce moment-là, il avait le choix entre devenir acteur, parce qu'il était très bon comédien, ou devenir chanteur, parce qu'il sortait en même temps son premier morceau. Pourquoi je sais plus le titre exactement, mais son premier tube. Et il nous a distribué le disque sur le film, à la fin c'était une télé, c'était une série, et sur l'histoire de Michel Drucker, et de son arrivée à la télévision. Et c'était marrant, d'un coup, de voir, et je me rappelle, Claude Faraldo m'avait dit, lui, c'est un patron. Alors il me dit, c'est quoi un patron? C'est quelqu'un qui devient un nom et sur qui on monte des films. Et il était persuadé qu'il viendrait un patron dans le cinéma, il devenait un patron dans la musique. Voilà. Et vous étiez arrivé par un casting sur ce film? Oui, absolument. Oui, c'était un casting. C'était un de mes premiers. Hein. Et j'étais extrêmement impressionné. J'étais tellement heureux, je crois que j'ai hurlé dans la rue. Faire des bons, j'ai hurlé tellement j'étais heureux. Et La Chaîne, enfin, c'était le premier roman de Michel Drucker. Et finalement, c'était un visionnaire car il évoquait la télé d'aujourd'hui. Ouais, absolument. C'est assez étonnant. Ouais. Alors, au départ, votre vocation, je crois que c'était pas du tout le théâtre ou le cinéma, c'était la peinture, Samuel Le Bihan. Oui, j'étais assez bon au dessin. Et je rêvais de faire les beaux-arts. En gros, ça raconte quand même que je m'étais dans les options possibles, parce que j'avais envie d'ouvrir ma vie, de laisser la place à l'imprévu et à tous les possibles. Et c'était l'art. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être les études. C'était l'art. Oui. Et j'ai pensé que c'était la peinture, donc je rêvais de faire les beaux-arts. Et puis à chaque fois, il changeait la loi, c'est-à-dire au début, il fallait avoir 16 ans. Puis quand j'ai eu 16 ans, il fallait en avoir 18. Quand j'ai eu 18, il fallait avoir le bac. Et ainsi de suite. Ce qui fait que je n'arrivais jamais à passer le concours des Beaux-Arts. Et puis j'ai rencontré des fous, des saltimbanques qui faisaient du théâtre. Et je les ai suivis. Oui, et puis il y a un professeur de français aussi qui vous avait conseillé, je crois. En Bretagne. Ouais. Ah zut, je me rappelle plus de son nom. Qui était formidable. Il nous obligeait, c'était en 3e. Il nous obligeait à faire une poésie chaque mercredi. Alors au début, on faisait, on a épuisé le Lagarde des Michards. Hein. Au bout d'un moment, on avait fait tout ce qu'on avait pu trouver comme poésie. Et puis on a commencé à en écrire. Puis il nous a dit ouvrez, proposez. Donc on a commencé à écrire des sketchs. On a commencé à prendre des chansons qu'on faisait en poésie. Enfin, on est devenu extrêmement créatif. Et là, je me suis aperçu que la classe attendait le rendez-vous que je leur donnais, parce qu'à chaque fois, je leur proposais un petit spectacle, et ils avaient tous un peu hâte de me voir passer. Alors qu'est-ce qu'il nous a proposé aujourd'hui? Voilà. Et j'ai senti que j'avais un petit peu ce truc-là de pouvoir réjouir les gens quand j'étais sur scène. Ben voilà, on voit ce que ça a donné. Alors il se trouve que vous êtes né à Avranches, qui est célèbre parce que hélas le 7 juin 44, après ça a été bombardé après le débarquement. Oui. Mais ensuite vous êtes allé en Bretagne, à Plougastel. Daoulas, et beaucoup sur Paris, banlieue parisienne. Donc je suis né, oui, à Avranches, mais c'est parce que mes grands-parents habitaient là-bas, du côté maternel normand. J'ai grandi dans le 18e à La Fourche et ensuite en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise, à Herblay. Oui. Et pendant 2 ans, on a essayé, mon père a eu envie de retourner en Bretagne, là d'où il venait, donc à Plougastel-Daoulas. Et ça a été 2 années où moi j'étais extrêmement heureux, mais qui étaient très difficiles parce que mon père ne trouvait pas de travail, on trouvait des choses mais qui étaient pas suffisantes, dirons. Et donc ça a été très épuisant pour ma mère, pour mes parents, parce qu'on vivait dans des conditions difficiles. Mais moi j'avais une grande liberté tout d'un coup. J'avais une mobilette et j'étais le roi du monde, quoi. Oui, en même temps, il y a plein de nature. C'est le pays des fraises, Plougastel. Absolument. Donc, les meilleures fraises de France, du monde, sûrement. Alors, vous parliez des fous que vous avez rencontrés. Je crois qu'un jour, vous avez, Samuel Le Bihan, accompagné des copains au cours Florent et que ça a été le coup de foudre. C'est ça. Ouais, j'ai accompagné des copains qui, eux, depuis, ont arrêté. Et moi, j'ai vu vraiment la possibilité de réaliser les rêves de vie
dont j'avais envie, c'est-à-dire j'avais envie de voyage, j'avais envie de rencontres, j'avais envie, donc je disais, d'imprévus, j'avais envie de création, j'avais envie d'inventer des histoires. Et après tout, si c'était pas avec le dessin, ça pouvait se faire sur scène. Alors j'avais beaucoup le trac, parce que j'étais pas quelqu'un de très expansif. Donc il a fallu, j'allais un peu à l'encontre de ma nature, qui était un peu renfermée. Vous savez, le dessin, c'est très solitaire, c'est très individuel. Et là, le théâtre se fait en groupe, en équipe, se partage. Donc c'était nouveau, c'était pas naturel. Donc il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je lutte un peu avec ma nature. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était d'être un peu plus ouvert aux autres, un peu plus communicatif. Et le hasard, ça fait bien des choses. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Un jour, il y a un jeune joueur de rugby qui traverse la rue parce que le ballon est sorti du terrain. Il voit un copain qui va dans un cours de théâtre. Il le suit pour le plaisir et il reste. C'est Jean Le Poulain. C'est comme ça qu'il a commencé, exactement comme vous. On a du mal à imaginer Jean Le Poulain, joueur de rugby. Ah si, il jouait à Toulon. Il était, dans ses jeunes années, joueur de rugby. Mais c'est très étonnant parce qu'il a été à la Comédie Française. Bien sûr. Et moi, je l'ai vu sur scène, je l'ai vu au théâtre. Je l'aurais jamais. Bon, voilà, on vieillit, notre corps change, hein, mais je l'aurais jamais imaginé en joueur de rugby. Et ça a été le cas. Ouais. Alors, vos débuts aussi, ce sont les spectacles de rue du côté de Beaubourg, je crois. Absolument. Alors, j'ai même fait le tour de l'Europe avec. Je voulais jouer, et puis j'ai commencé à me créer un spectacle de mime. Je travaillais le mime et je travaillais beaucoup avec mon corps. Et donc je suis parti. J'ai fait la côte atlantique, la côte d'Azur. Je suis parti à Venise, à Vienne, et je jouais dans la rue. J'ai même craché le feu. Je vivais un peu comme un marginal aussi à ce moment-là. Et j'en vivais et je voyageais. Et je m'amusais beaucoup, j'étais très heureux, très créatif. Et je m'imaginais un peu comme Molière, quoi. C'est-à-dire, eh bien, on me prend pas dans une pièce, ben la pièce je vais la créer et je vais partir moi-même. Donc je faisais d'une rue un théâtre. Voilà. Et les gens je faisais la manche. Hein. Et puis ça plaisait, ça marchait. Alors, il y a des moments. J'ai eu du mal, hein. Il y a des moments où je me suis planté aussi. Ah bon? Mais oui, à La Rochelle, je suis arrivé, parce que vous savez, dans la rue, il y a des gens qui ont déjà leur spectacle et leur place. Et donc, ça plaisait pas, je me suis fait virer, et puis juste, à un moment, je me suis dit, je vais aller voir le meilleur. C'était un fakir. Il se roulait dans des tessons de bouteilles. Je lui ai dit, est-ce que je peux jouer, après toi? Il est très musclé, très fort. Je me dis, voilà, c'était le plus solide. Et il me dit, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer, je vais te regarder. Et ça a été le début de quelque chose, parce que là, j'ai vraiment fait du succès. Là, j'ai vraiment gagné de l'argent. J'ai pu rebondir, parce qu'avant, je me faisais virer partout. Et je voyais une fois, il y a une dame qui avait vraiment pitié de moi, qui avait demandé de donner à son enfant, c'était des francs à l'époque, il avait donné 5 francs pour elle me les donner. Vraiment, je me disais, je fais pitié, j'avais un peu honte. Et là, tout d'un coup, je rebondissais un peu. Et puis voilà, j'avais grandi de 10 cm, parce que faut du courage, hein. Faut y aller, hein. Faut avoir envie. C'est-à-dire que je vous dis, hein, il y a pas de théâtre là. On dit je vais faire quelque chose. Donc il y a les gens qui passent, faut savoir les arrêter, faut leur donner envie, faut qu'ils s'intriguent. Puis après, faut qu'ils aillent jusqu'à vous donner de l'argent. Donc il y a intérêt à s'améliorer. On apprend évidemment. On améliore son spectacle, mais c'est rude, hein. J'ai eu des moments pas faciles quand même. Et après Samuel Le Bihan, vous êtes revenu au classique, c'est-à-dire le conservatoire, la Absolument. rue Blanche, parce que vous aviez envie d'apprendre les classiques. Absolument. Après, je me suis dit, là, on va se professionnaliser, faut apprendre. C'était bien d'oser, de comprendre, de sentir les choses, sentir les gens. Le rapport aussi à l'humour, parce que c'était assez humoristique ce que je faisais. Et là, tout d'un coup, j'avais envie d'apprendre le classique, le théâtre, ce que c'était le texte. Et donc c'était réussir la rue Blanche, réussir le conservatoire. Donc c'était des concours. Oui. Alors ce qui était bien, c'était des concours d'État. Et j'étais élève boursier. Et donc là, j'ai utilisé l'ascenseur social, mais à fond. Et donc non seulement il y avait les APL sur mon logement, j'avais une petite chambre de bonne. L'autre côté, j'avais une bourse et il me fallait quand même un petit boulot. Je faisais barman et là, voilà, enfin, je pouvais me stabiliser, je pouvais apprendre, je pouvais travailler parce qu'avant c'était fragile, c'était difficile d'aller sur Paris. Mes parents avaient pas les moyens de m'aider et donc il fallait que je me construise un peu tout seul et ça me demandait des fois, j'avais du mal à suivre les cours. Parce qu'il fallait que je travaille à côté. Et ensuite, vous êtes allé à New York, Actors Studio, pour vous perfectionner. Alors, j'étais au conservatoire et je suis allé voir le directeur, qui était Jean-Pierre Miquel à l'époque, et je lui dis, voilà, j'aimerais prendre une année sabbatique pour voyager, je voulais faire le tour du monde. Et puis il me dit, ok,
mais chaque fois que tu repasses par Paris, tu vas me raconter tes aventures. Et donc, je suis passé. Donc, ma première étape, c'était New York. Et puis, comme j'avais pas d'argent, parce que je suis parti un peu à l'aventure, comme ça, j'avais pas d'argent. Donc, New York, je trouve des petits boulots. Je faisais coursier. Alors, coursier, ça se fait à vélo là-bas. C'était Bikes Messenger. Et puis, j'ai réussi à rencontrer un prof qui donnait des cours à l'acteur studio, donc j'ai réussi à être auditeur à l'acteur studio, et puis j'ai réussi à j'ai fait des liens, et j'ai pu jouer dans un spectacle qui se crée, mais bon, j'avais un rôle un peu comique, je faisais une pomme qui s'échappait d'un réfrigérateur. À New York, une pomme, c'est logique. Ouais, c'est logique, mais c'était une vraie aventure, et donc chaque fois que je repassais par Paris, j'allais voir le directeur, je lui racontais mes aventures qui lui plaisaient énormément, parce que j'étais à la fois coursier, donc j'étais vraiment dans la ville, dans Manhattan, dans ces immeubles, à vélo, donc on est extrêmement fragile, mais rapide, fluide, on bouge très vite, et en même temps, j'étais connecté à la ville, qui était fascinante. Hein. New York, à cette époque, c'était dingue, c'était les années 80, je crois, ou 90 déjà, ouais. Et en même temps, je connectais avec le théâtre, je rencontrais des gens, j'avais livré une lettre à Robert De Niro, que j'ai retrouvé sur un plateau des années après, quand j'ai tourné The Bridge of St. Louis Ray, qui était un film avec plein d'acteurs américains. Et je lui ai dit, j'étais coursier à New York. Un jour, je vous ai livré une lettre. Bah, évidemment, c'est pas lui qui l'a pris, la lettre, c'est son secrétaire. Mais J'arrive dans son immeuble, c'était à Tribeca, là où il a sa production. On me laisse monter jusqu'au 5e, là où il a son bureau. J'avance vers son bureau. Je vois la porte de son bureau. Et là, il y a Cindy qui arrive et qui prend la lettre, qui dit merci, thank you, et qui repart. Moi, j'ai un souvenir sur De Niro aussi. Il y avait un festival de Cannes, il y avait des sosies qui étaient tous sur une plage, et les gens venaient demander des autographes aux sosies. À tout le monde, sauf aux sosies de De Niro. Et c'était le vrai De Niro qui était là, on lui a pas demandé un seul autographe. Et qui avait perdu le concours de sosie. Exactement. Ça, c'est le début de votre parcours. Et après, il y a eu beaucoup d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 29 mars 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Le Bihan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Le Bihan. Alex Hugo, on en parle tout à l'heure. Mais le 29 mars 1999, il s'est passé quelque chose. C'est le prix Jean Gabin que vous recevez. Et ça, c'est un jury qui décernait, les femmes décernaient le prix Jean Gabin et les hommes décernaient le prix Romy Schneider. Et vous le devez à Vénus Beauté, me semble-t-il. Oui, c'est très émouvant pour moi parce que j'ai vraiment grandi avec Jean Gabin. C'était l'acteur préféré de mon grand-père, de mon père, de mes oncles. Et recevoir le prix Jean Gabin, c'est un honneur, c'est un privilège énorme. Et pour Vénus Beauté, donc, qui était ce premier film que je faisais, un film d'auteur de Tony Marshall, qui avait eu un très joli succès avec Nathalie Baye. Et voilà, c'était mes débuts. Tout d'un coup, on me remarquait. Dans le métier, on se disait, tiens, il est prometteur, donc on avait envie de me suivre, on me remettait esprit. Et voilà, les choses démarraient. C'était le début. Et Gabin, c'était le contraire de vous, il détestait les voyages, à tel point que le Caf sur Bif, les scènes au bout du monde ont été tournées à hier. Oui, je suis au courant, c'est très drôle. C'est le Panama, je sais plus ce qu'ils ont joué, mais un endroit, mais oui, et raconter ça, c'est-à-dire chaque fois qu'un scénariste arrivait, il disait alors ça se passe dans le sud. Oh là, ça c'est pas une très bonne histoire. Ça se passe sur Paris. D'accord. Ah bah oui, c'est bien ça. D'ailleurs, vous avez même tourné un film avec Florence, la fille de Jean Gabin, oui. Le Passager de l'été. Ouais. C'était. Je l'ai rencontré à l'occasion du prix Jean Gabin. Et puis donc son fils, sa fille, qui sont des gens vraiment formidables, très bien. Et puis elle a écrit des scénarios, elle a réalisé des films. Oui, c'était chouette. C'était chouette de créer ce lien. Et il y avait dans ce film une débutante qui était Laura Smet aussi, la fille de Johnny. Ouais, voilà. Qui jouait dans ce film. Tout se recoupe. Le cinéma, c'est après le théâtre, parce qu'il y a quand même eu la Comédie Française. Ça aussi. On vous imaginait pas la Comédie Française au départ. Vous ne l'imaginiez pas, Samuel. Oui, c'est ça. Donc après La Rue, je me dis tiens, il faut se professionnaliser, à prendre les choses sérieusement. Et je vais le faire tellement sérieusement que je vais finir la Comédie Française. et entre La Rue et la Comédie Française, je me dis il y a quand même un grand écart. Et une jolie histoire. Alors pour mes parents, c'était vraiment une fierté parce que je rentrais dans une institution qui a une histoire depuis Molière, hein, c'est la troupe de Molière qui a perpétué. Et
Et c'était là, je baignais dans le théâtre. Il y avait que ça, c'est-à-dire que vous passez votre temps à jouer, à apprendre des textes, à répéter, à faire un autre spectacle. C'est fascinant. Et puis à l'intérieur de cette maison, on construit les décors, on fabrique les costumes. Il y a des coiffeurs, des maquilleurs. Enfin, c'est tous les corps de métier sont réunis. C'est le temple du théâtre, quoi. C'est un endroit unique. Et il y a quelques décennies, on ne pouvait pas jouer au cinéma et au théâtre. Et celui qui a tout changé, c'est Jean Piat, qui a obtenu de pouvoir jouer au cinéma, de sortir de la Comédie Française. Et en échange, il avait réussi à imposer Au Théâtre ce soir, la série, des pièces classiques. C'est lui qui était intervenu. Donc ça a été une sorte de marché qui finalement lui a permis de faire du cinéma. Mais vous, un jour, il a fallu faire un choix. Parce que le cinéma trop. C'est quand même un groupe qui vous protège, qui vous met en valeur, qui vous met sur la scène, qui vous donne des rôles. Donc on lui doit aussi quelque chose, parce que c'est important, c'est pas rien d'être à la Comédie Française. Mais moi, je tournais de plus en plus. J'avais envie d'aventure comme ça à l'extérieur, et il était temps de partir. En tout cas, vous avez débuté avec des grands metteurs en scène. Il y a d'abord eu Régis Varnier, c'était une femme française. Il y a eu Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, qui vous a quand même valu une nomination. Oui. Oui, mais c'était c'était des gens formidables avec Régis Varnier, Alain Corneau aussi. Bien ensuite. sûr. Alors Bertrand Tavernier, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, puisqu'on Capitaine Conan, on l'a tourné en Roumanie en partie, donc on était vraiment les uns avec les autres. C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément appris. C'est quelqu'un qui partageait beaucoup. C'était vraiment une mémoire du cinéma, puisque c'est un cinéphile incomparable, et on lui doit énormément. Et il partageait énormément aussi. Donc, non, c'est des moments émouvants pour moi. Ouais. Et vous avez vraiment appris le cinéma sur le terrain, finalement. Oui, enfin, j'ai quand même fait des grandes écoles, mais les écoles, c'était surtout pour faire du théâtre, particulièrement du théâtre classique. Et ensuite, le cinéma, c'était un autre travail, une autre façon d'aborder les choses. Il a fallu apprendre à être plus dans la subtilité, dans la caméra vient vous chercher, alors qu'au théâtre, c'est vous qui allez, on envoie l'énergie pour aller toucher le spectateur, et le cinéma, c'est l'inverse. Donc on est plus dans le détail, dans la subtilité, dans la vérité. Surtout que maintenant les caméras sont de plus en plus précises, le son est de plus en plus précis. Donc voilà, faut être vraiment dans l'intériorité. Et il y a un film, Samuel Le Bihan, qui a tout changé par rapport au public et par rapport à vous. Le Pacte des loups, car c'était un immense succès. Je crois qu'il y a eu plus de 5 millions de spectateurs en France. Oui. Et aux États-Unis, c'est un film culte. Ah oui, c'est dans le monde entier. J'étais au Brésil en vacances, et on me reconnaissait dans la rue. Comment expliquer ? C'est l'un des plus grands succès du cinéma français dans le monde entier. Oui, parce que le film s'est très très bien vendu à l'étranger. L'histoire, vous vous attaquez à la bête du Gévaudan, ce qui est un sujet original. Oui. Avec une petite réinvention du passé, c'est-à-dire je reviens d'Amérique avec un ami indien qui fait du kung fu. C'est un peu comme l'heroic fantasy, c'est-à-dire on réinvente l'histoire, parce que dans le fond c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'aventure qui nous intéresse, en y mettant quand même des vérités possibles du passé, puisque la proposition sur cette bête, c'est un personnage qui aurait ramené un fauve d'Afrique, quoi. C'est un peu ce qu'on comprend. Donc, on peut se permettre certaines digressions. Et c'est, je pense, ce qui a fait le succès de ce film, c'est ce mélange un peu fin de vérité, d'invention, mais surtout d'aventure. Et vous n'imaginiez pas un tel succès ? À la lecture, si. Ah bon, carrément. Quand je l'ai lu. Faut savoir que non, je pense que les gens étaient pas convaincus, mais moi à la lecture je me suis dit mais ce film peut être incroyable. C'était le cinéma que j'avais envie de voir. Je me dis en France on va faire un film américain avec une ambition américaine, c'est-à-dire on va proposer au public un grand spectacle, on va lui proposer un voyage, on va lui proposer ce que les Américains savent faire, hein, vraiment, c'est-à-dire qu'un dépaysement extrêmement fort. Et dans ce sens-là, ça a été réussi. Mais en même temps, ça a été un événement en France, c'était une première. Oui. Et donc, ce que je veux dire, non, énormément de gens donnaient ce film perdant, hein, vraiment.
Et donc on a créé la surprise. Et dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. Ah, c'était une très très belle réussite, un très beau succès. Vous qui aimez voyager, vous êtes servi. Oui. Non, c'était un beau moment. C'était vraiment un beau moment. Alors, vous savez, les succès dans une carrière de comédien, on n'en a pas tous les jours, on en a de temps en temps. Et sont des rendez-vous avec le public, parce qu'on a envie d'être aimé par le plus grand nombre quand on fait quelque chose. Et quand ça arrive, c'est une bénédiction. C'est fragile, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas créé. C'est pas grâce à vous. C'est grâce à un ensemble de choses qui se sont faites au bon moment, de la bonne façon, avec les bonnes personnes. Et c'est magnifique quand on fait partie de ce genre d'aventure. Oui, alors ce qui est étonnant avec vous, c'est que vous avez vraiment touché à tous les genres. Vous avez aussi bien joué dans dans ce film Le Pacte des loups que dans le Jet Set, en jouant un prince totalement déjanté. J'avais envie de faire des comédies. C'est un genre que je faisais au cinéma, au théâtre, que je faisais beaucoup quand j'étais au conservatoire. Voilà, j'ai commencé avec le cinéma d'auteur. Là, je rentrais dans ce cinéma beaucoup plus grand public, plus large, plus d'aventure. Et j'avais envie de comédie populaire, parce que j'ai grandi avec les comédies populaires, avec ces comédiens, avec Bourvil, Fernandel, enfin, tout et Louis de Funès. Enfin, et j'avais envie, à un moment, d'entendre le public rire, quoi. C'était important pour moi de connecter avec quelque chose de... le rire appartient à tout le monde. Et c'est ça qui est bon. C'est un langage direct. Quand vous êtes au théâtre et que vous jouez une scène et que le public rigole, c'est un cadeau inouï. Hein. Mais la Jet Set, c'est pas vraiment votre univers. Non, mais en étant là d'où je viens et vous savez, un comédien, c'est ça qui est drôle. Hein. Un jour, vous pouvez être en train de vous ramper dans la boue parce que dans l'histoire, vous êtes en train de raconter, vous êtes dégueulasse, sale, détruit, anéanti. Et le lendemain, vous êtes sur le tapis rouge en train de monter les marches de Cannes, habillé en smoking. Oui. C'est ça qui est drôle. C'est ce contraste. Oui, mais en même temps, la Jet Set, vous étiez un prince, c'était extraordinaire. On vous imaginait pas dans ce rôle, Samuel Le Bihan. C'était un prince escroc. Oui. Donc ça, pourquoi pas. C'était possible. Mais non, j'ai choisi la voie du travail. Mais ce personnage, c'est aussi quelqu'un qui voulait redessiner son quotidien, qui voulait redistribuer les cartes. Il vient de banlieue, il a peu de chances de trouver une place dans cette société. Il se dit, je vais me réinventer un rôle et il se fait passer pour un prince. Donc c'est pas très honnête, mais il le fait pour ses copains qui ont un resto, ils veulent que le resto marche. Enfin, ils élaborent une espèce de stratégie qui va leur échapper. C'est ça qui est drôle, mais ils vont se faire rattraper par la vérité. Exactement. Vous n'avez pas fait que ça dans votre vie, et j'ai trouvé une autre date étonnante, c'est le 30 novembre 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Le Bihan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Le Bihan. Nous parlerons tout à l'heure de Alex Hugo, série mythique aujourd'hui à la télévision. Et le 30 novembre 2015, il s'est passé quelque chose. C'est le début de la COP 21. Et vous vous retrouvez à faire un discours au Bourget, une conférence au Bourget sur les changements climatiques. Oui, absolument. Oui, parce qu'un an avant, j'ai monté une association qui s'appelle Earthwake, jeu de mots avec Earthquake, qui veut dire tremblement de terre, et là Earthwake qui veut dire le réveil de la terre, et pour lutter contre les déchets plastiques. Alors c'est marrant parce que c'était pas un sujet à l'époque, ça l'est devenu après, mais c'était pas du tout un sujet. Le 7e continent, le déchet plastique, et moi j'étais effrayé parce que je voyageais beaucoup et j'étais dans des endroits absolument sublimes qui étaient infestés de déchets plastiques. Et je me dis, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que ce sont des pays où il n'y a pas de ramassage. Donc ce qu'ils font, ils le jettent à l'eau, ils le brûlent. Et il faut trouver des solutions. Et donc, j'ai cherché un petit peu techniquement qu'est-ce qui existait pour revaloriser le déchet plastique. L'idée, c'était de stimuler le ramassage en lui redonnant une valeur. Donc, soit en faire un coproduit, ou en tout cas une source d'énergie, quelque chose. Et j'ai trouvé la pyrolyse des matières plastiques. Donc, c'est une combustion sans oxygène, on explose les chaînes de polymères et on les ramène à un état primaire qui est l'état liquide, qui est du carburant. Et donc c'est une source d'énergie
très utile dans les pays émergents où on peut faire tourner un générateur et faire de l'électricité. Donc c'est aussi la possibilité à un village d'avoir de l'électricité. Et donc il faut savoir qu'en Afrique, vous allez dans le désert et les arbres sont infestés de sacs plastiques. C'est vraiment désolant comme image. Et donc si tout d'un coup on peut stimuler l'envie de nettoyer l'environnement, parce que ce plastique il se retrouve mangé par le bétail, donc ça crée une mortalité du cheptel. On le retrouve dans les rivières asséchées à la saison des pluies, tout ça part dans les océans. Et une fois que c'est dans les océans, vous pouvez plus le ramasser, ce déchet, c'est trop tard. Donc il faut le capter avant que. Donc l'idée c'était de trouver comment. Et donc avec ça, mon association, on s'est intéressé à la pyrolyse. On a développé des technologies, on a déposé des brevets, et depuis, cette association est devenue une entreprise. Parce qu'il a fallu plus de fonds pour développer nos équipements, et là, on est en phase de certification d'équipements vraiment à plus grosse échelle. C'est une entreprise qui vous avez créé des Chrysalis, je crois, c'est ça? Oui, voilà, c'est notre équipement, la machine qui transforme le déchet plastique en carburant. On l'a appelé Chrysalis, puisqu'il y a cette idée de métamorphose. Et donc c'est une société maintenant avec entre 15 et 20 employés selon les jours et l'intensité du travail. Sont surtout des gens formidables. C'est une belle équipe et puis on avance là. Donc on est sur un équipement vraiment intéressant en phase de certification. On a déposé des brevets, on a fait des levées de fonds. Je suis vraiment rentré dans l'entrepreneuriat. En fait. Et ça, c'est un métier nouveau pour vous. Vous n'avez jamais appris là non plus. Oui, je l'ai appris en faisant. Je suis entouré, je suis pas tout seul. On est une belle équipe. Il y a François Danel avec qui j'ai monté toute cette aventure qui est à la manœuvre. Donc je suis au courant de tout. Par contre, ça me prend, je dirais, 30% de mon temps. Parce que c'est un vrai investissement. Faut que je sois au courant de tout. Faut qu'on puisse. On partage un certain nombre de réunions. C'est beaucoup de mails à lire, des réponses à donner. C'est aussi trancher sur les stratégies. C'est prendre des décisions. C'est écouter l'équipe. C'est savoir où mettre l'intensité du travail. C'est répartir aussi les choses. Et en même temps, c'est quand même un management horizontal, comme on dit, c'est-à-dire où chacun est très responsable de ce qu'il a à faire, de sa mission. Oui, et en même temps, ça vous demande des connaissances juridiques et techniques que vous n'aviez pas au départ. Oui, j'apprends au fur et à mesure. Oui, effectivement. Alors, c'est quoi une levée de fonds? C'est quoi des obligations convertibles? C'est quoi? Tout ça, je l'apprends. Donc, c'est pas. Je suis pas un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. Je crée des emplois. Je crée de la valeur. Et on est un peu dans l'industrie quand même, parce que c'est de la chaudronnerie, c'est des tuyauteurs soudeurs, c'est des ingénieurs, c'est de l'électronique, de l'électricité. Donc tout ça, ce sont des corps de métier qui fabriquent. Et donc c'est de l'industrie pour l'instant qu'on fait sur le sol français. Voilà. Il se trouve que les sacs plastiques, ça représentait en 65 4% de la fabrication du pétrole, et le sac en polyéthylène monobloc était breveté par une société suédoise, Celloplast, et c'est un ingénieur qui s'appelait Sten Gustav Thulén qui l'avait créé, sans savoir qu'ensuite tout ça se retrouvait dans la mer. Oui, il faut savoir qu'il y a 11 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans chaque année. Mais vous étiez en avance sur votre temps. Aujourd'hui, on apprend aux enfants au lycée à enlever les sacs plastiques dans la rue, les déchets, ouais. Et même dans les grands magasins, les sacs plastiques ont évolué, ce qui n'était pas le cas quand vous avez créé cette entreprise. Oui, alors les sacs, les plastiques à usage unique, oui, c'est important. C'est important de donner l'exemple parce que ça va se répandre dans le monde entier. Il y a des pays d'Afrique qui ont interdit le sac plastique. Faut aller un petit peu au-delà, mais on peut pas révolutionner. Déjà, on a fait beaucoup et il va falloir trouver des plastiques, d'autres plastiques que ce qu'on va chercher dans le sous-sol, quoi. Donc, plutôt biodégradables ou, enfin, voilà, c'est des pistes. En tout cas, va falloir que la technologie, et nous, on en fait partie, c'est notre proposition. C'est avec la technologie qu'on va pouvoir trouver des alternatives, parce qu'on a besoin du plastique. Maintenant, on n'a plus le choix. Et puis, la demande des pays émergents va être absolument énorme. Parce que on protège les aliments des bactéries, parce que ça permet le transport, parce que ça permet d'alléger aussi. Si votre voiture, il n'y avait pas de plastique, elle serait trop lourde, ce serait du métal, on le ferait quoi en bois, donc ça marche pas. Donc on a besoin de la matière plastique. Alors il se trouve que aider les autres, ça remonte à vos jeunes années. Je crois que dès votre enfance, à Noël, vous alliez au Secours Populaire, Samuel Le Bihan. Oui, c'est quand j'étais au conservatoire.
Oui, je sais pas pourquoi. Je détestais Noël, cette espèce de moment de réunion de famille. Peut-être parce que c'était un moment où ma famille mes parents sont séparés comme beaucoup de familles, donc il y avait un moment assez un peu douloureux, un peu injuste, et donc je détestais Noël, et donc je prenais la décision finalement de mettre ça au service des autres, et donc j'allais au Secours populaire faire Noël avec eux donc eux ils rassemblaient énormément de gens qui étaient des sans domicile fixe, et on faisait en sorte qu'ils passent une soirée magnifique. Et du coup j'avais emmené aussi des copains du conservatoire avec moi, dont Eric Caravaca, qui est acteur connu, voilà, et on donnait un peu plus de sens à ce moment qui voilà. C'est un moment familial, mais c'est aussi un moment de solitude pour ceux qui n'ont pas de famille. Oui, mais vous avez continué ensuite, parce que vous avez été en Mongolie, vous avez fait un documentaire en Mongolie pour sensibiliser à la pauvreté du pays. Vous avez assuré les commentaires, la voix off. Vous avez été en Afrique. Vous êtes engagé auprès de l'association Action contre la faim. Depuis Daniel Balavoine, France Gall et Michel Berger qui s'en préoccupaient, personne s'en occupait. En fait, je me suis retrouvé au conseil d'administration d'Action contre la faim. Oui. Donc j'étais assez impliqué et j'allais sur le terrain et j'identifiais des causes qui avaient besoin qu'on en parle. Et notamment, donc en Mongolie, j'ai identifié, c'était vraiment les bidonvilles du froid. On est habitué à l'hémisphère sud avec des chocs économiques ou des guerres qui provoquent des famines, mais on n'était pas habitué. Et là, c'était l'éclatement de l'URSS, l'économie de marché, et des pays qui étaient sous perfusion, comme la Mongolie, tout d'un coup, étaient dans un crash économique terrible. Donc je suis allé raconter ça à des gens qui vivaient dans la rue, et il faisait tellement froid qu'ils se mettaient dans les sous-sols. Donc il y avait des familles, des enfants, des bandes de jeunes qui vivaient en autarcie. Et je suis allé raconter ça pour Envoyé spécial. Donc c'était un documentaire, et voilà, c'était un temps fort qui naissait de Action contre la faim, avec qui je faisais quelques actions. Alors, je suis allé au Libéria, je suis allé en Haïti après le tremblement de terre, et je faisais à chaque fois des sujets pour montrer soit le travail des associations sur place ou des humanitaires. Et voilà, j'avais aussi une curiosité à comprendre notre monde, mais pas par l'angle du tourisme, par l'angle des crises qui nous permettent de comprendre les grands enjeux géopolitiques aussi. Et puis il y a un sujet qui vous tient à cœur. Il y a 2 jours, c'était la journée de l'autisme, et je sais combien vous êtes impliqué dans ce combat, parce que vous avez une fille autiste, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez été un des premiers, je crois, avec Francis Perrin, à en parler publiquement. Francis Perrin a vraiment fait avancer les choses, hein. Il a fait un travail formidable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il joue au théâtre avec son fils autiste. Oui, ils ont réussi quelque chose d'admirable. Moi, je lui dois beaucoup, c'est-à-dire qu'il a amené en France, il a soutenu en France une méthode qu'on appelle ABA, et qui, moi, a sauvé ma fille. Et donc, faut savoir, c'est une méthode comportementaliste qui a été qui est née aux États-Unis, qui a eu un gros succès, qui a prouvé qu'il y avait un bénéfice sur les enfants, mais qui est une méthode un peu particulière, un peu difficile à mettre en place, et qui a été refusée catégoriquement par les médecins à son arrivée en France. Et Francis Perrin a participé au combat, donc avant, pour imposer et en tout cas faire admettre, accepter ces méthodes en France, et ça a été un combat très violent. Et moi, le combat avait déjà été mené, et quand je suis arrivé, les associations étaient déjà en place, le structure éducative était déjà en place, et j'en ai bénéficié pour ma fille. Mais en même temps, donc je dois beaucoup. En même temps, vous menez des actions. Alors, moi, à mon tour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Là, on a créé avec Florent Chapelle, Autisme Info Service, une plateforme d'aide aux familles. Donc c'est une plateforme d'écoute, de conseils. On peut donc sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan médical, on peut répondre à toutes les questions. On peut faire du soutien psychologique. On peut aider à faire un dossier. On peut aider à trouver des adresses dans n'importe quelle ville pour trouver où sont les bonnes personnes qui pratiquent les pratiques validées par la Haute Autorité de Santé. Et donc on a créé cette plateforme
numéro de téléphone 0800 71 40 40. Voilà. 0800 71 40 40, qui, voilà, une plateforme téléphonique parce qu'il n'y en avait pas. C'est fou. Et donc, oui, c'était un peu complexe à mettre en place parce que l'autisme, ça concerne beaucoup d'éléments. Donc, ce que je disais, l'administratif, faire un dossier MDPH, le médical, le juridique, quels sont mes droits, et puis un accompagnement un peu spécifique parce que chaque autiste est différent. Donc, c'est très particulier. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans que cette plateforme existe. On a aidé 25 000 personnes. On a été audité par le gouvernement. On a été expertisé. Et maintenant, le gouvernement a décidé de nous soutenir. Parce qu'avant, c'était vraiment des fondations privées qui nous ont aidés. Fondation Bettencourt, Michelin, Orange, l'Île-de-France. Et qui nous ont permis d'être au service de tous ces gens, de travailler sur cet annuaire de tout ce qui concerne l'autisme en France, aussi bien un dentiste, l'équithérapie ou un médecin. Et donc on a réussi notre pari, quoi. C'est une belle victoire. Ce qui est fou, c'est le nombre de choses que vous faites. Vous passez d'un téléfilm à défendre ce combat contre l'autisme. Il faut avoir une tête bien faite et bien organisée. Oui, alors je le fais pas tout seul. En fait, à chaque fois, c'est des équipes très très efficaces, très sérieuses, très généreuses. Et donc moi, je viens amener ma part de ce que je peux apporter de bénéfices à ce travail que eux font tous les jours. Mais ça me demande quand même d'être complètement sur le sujet. Donc il faut que je passe d'un sujet à l'autre sans trop me disperser. C'est plus difficile aujourd'hui pour moi. C'est d'être très concentré sur le moment présent à chaque fois pour pas tout mélanger. Par exemple, là, je suis en train de préparer un film, mais en même temps, on parle d'autisme. Ça demande voilà, un peu d'investissement. On parlait d'Earthquake sur l'environnement et des projets futurs de films qu'on va faire et qui sont en développement. Voilà. Bon, heureusement, je suis pas tout seul à chaque fois. C'est ce qui me permet de pas me perdre. Voilà. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses. Et il y a ce Alex Hugo dont on va parler avec la date du 4 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Le Bihan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Le Bihan, le théâtre, le cinéma, vos activités, notamment pour aider les autres, c'est déjà beaucoup. Mais en plus, il y a surtout Alex Hugo avec ce feuilleton dont vous allez reconnaître le générique. Alors ça fait 9 ans que ça dure, je crois. Oui. Ça fait 5 millions de téléspectateurs la semaine dernière et ce soir aussi et les fois suivantes autant de monde. C'est une aventure incroyable. Oui, c'était inattendu parce que on allait complètement à contre-courant. C'était une époque où il fallait faire court, il fallait faire des épisodes d'1 heure avec un montage rapide, avec des effets. Et nous, on a fait une proposition, alors qui était un peu à part. On a démarré, c'était juste un unitaire. Hein. Mais la mort et la belle vie, je crois que c'est ça. Voilà, donc plus contemplatif, un rythme plus lent. On prend le temps des choses, on prend le temps des personnages, des dialogues, des gros plans. On est sur une façon de filmer plus à l'ancienne, plus classique. Et c'était une volonté narrative différente, à contre-courant de ce qui se faisait. Et ça a marché. Le public a suivi, il a eu, non, en tout cas, on a de la chance, il soutient, il aime bien, c'est un bon rendez-vous, c'est magique. Donc la mode, c'est bien, mais parfois aussi, je pense que essayer de trouver du fond, essayer de trouver le temps des choses, ça marche aussi. Oui. Alors comment vous êtes arrivé dans Alex Hugo finalement ? Il y a eu plusieurs acteurs, ils l'ont proposé à plusieurs acteurs, enfin, il y a eu des essais, il y a eu un choix, et voilà, c'est tombé sur moi. Et tant mieux, je l'aime beaucoup, Alex Hugo. Le premier épisode, donc, c'était adapté d'un poète américain qui s'appelait Richard Hugo, ouais. Qui était aussi enseignant et qui a raté de très peu le prix Pulitzer avec ce livre. C'est ce flic, donc ça se passe dans les Rocheuses, voilà. C'est ce flic qui va quitter la ville pour... parce qu'il est inadapté, il fait des conneries, il est pas, c'est pas un bon flic en ville, mais par contre c'est pas un mauvais flic à la campagne. Et donc on l'a adapté, donc on a fait l'inverse, on a pris un livre américain, on l'a adapté en France. Donc ce flic de Marseille, dans la BAC de Marseille, qui plaque tout pour demander à être muté à la montagne. Et là il va trouver un espèce d'équilibre entre ce rapport à la nature très fort,
ce moment où il peut s'évader complètement, et il est protégé par Angelo qui fait toujours bouclier sur ce flic atypique qui est Alex Hugo. Et ça nous donne des films qui nous parlent de liberté, qui nous parlent d'environnement, de nature, d'équilibre, d'une justice humaine, à taille humaine, où on prend le temps de comprendre le parcours et de voir comment la justice peut être au service des autres et pas seulement implacable pour punir. Il y a aussi des solutions dans l'écoute. À contre-courant, aujourd'hui, on juge, on va très vite, on voit avec les réseaux sociaux, on adore, on déteste, on passe d'une émotion très rapide, très violente. Il n'y a plus le discours, il n'y a plus l'échange. On est très vite coupable. Et là, c'est encore l'inverse. On prend le temps d'écouter. Donc c'est le temps long pour comprendre, pour savoir que c'est pas si simple. Il n'y a pas une formule de pour ou de contre. Il y a peut-être un mélange des choses. Et on revient à ce qui est peut-être la vérité des choses, quoi, et qui est pas forcément la tendance. Et en plus, je sais que Alex Hugo, Samuel Le Bihan, vous avez pris le temps de le faire évoluer au fil des épisodes. Alors, Alex Hugo, pour moi, c'est comme un ami que j'ai rencontré. Il a un espèce de fantasme de liberté, d'indépendance, d'autonomie, alors peut-être avec un peu trop de solitude parfois aussi, mais moi j'aimerais avoir la possibilité de me perdre comme lui dans la montagne, dans la nature, faire corps avec les éléments. Voilà, j'ai un métier, j'ai une famille, j'ai une fille dont je dois m'en occuper, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités, j'ai un métier. Et donc j'ai pas cette liberté que lui a. Donc pour moi c'est une espèce de fantasme, mais j'aime cet homme, il m'inspire, il me replace sur mes valeurs. Voilà. Parce que dans le fond je pense un peu comme lui. Et en même temps, vous pensez tellement comme lui que quelquefois vous suggérez des idées aux scénaristes des Alex Hugo. Oui, alors Alex Hugo, c'est vraiment le bébé de la productrice Delphine Vautier, qui fait un travail formidable, qui est allé chercher Franck Tilliez, Nicolas Takian, donc les maîtres du polar en France, pour être les bonnes fées dans le berceau de cette série. Et alors on discute beaucoup, on échange énormément. Mais c'est vrai, c'est vraiment elle, c'est vraiment son travail. Et à chaque fois, elle a de très très bonnes idées, quoi. Et aujourd'hui, ce sont 4 épisodes par an, ce qui est un travail énorme, beaucoup plus qu'au départ où il y en avait 2. Alors on est revenu à 2. À un moment donné, on en a fait 4. Notre moyenne, c'était plutôt 3. C'est plutôt 3 épisodes par an. Là, on va en faire 2 cet été. On est soucieux de la qualité. 4, on l'a fait une fois, 4. Et c'était compliqué, ou une fois ou 2. C'était compliqué. Ça demandait, en termes d'écriture, de suivi d'écriture pour Delphine Vautier, ça devenait difficile de trouver les bons auteurs, d'arriver à sortir 4 épisodes, c'était complexe. Là, pour le coup, maintenant, on est bien. On est dans un bon rythme de croisière où il y a une bonne création, on peut vraiment veiller à une qualité d'écriture et bien préparer aussi la réalisation des épisodes, parce qu'il y a toute la préparation, donc il faut faire le repérage, il faut préparer le film, et ça aussi, ça prend du temps. Oui, alors ce qui est étonnant avec vous, Samuel Le Bihan, c'est que vous êtes un homme au départ qui aime la mer, et là vous vous retrouvez à la montagne, dans la pluie, les orages, la neige. Ah, complètement. Il a fallu que j'apprenne la montagne. Je connaissais la montagne l'hiver, comme beaucoup de gens. Et j'étais un homme de la mer. Je viens d'une famille de marins-pêcheurs. J'ai fait de la voile. J'ai grandi pour une partie en Bretagne. Et là, je découvrais la montagne l'été. Et pour moi, c'était surprenant. Je comprenais pas. J'ai eu du mal. Alors tout de suite, ce que j'ai fait, je suis parti, j'ai fait de la randonnée. Je suis allé me perdre dans la montagne. Je suis allé me créer des souvenirs, des émotions pour faire corps avec cette nature. Et ça a fonctionné. Oui, et en même temps, on ne le sait pas assez, vous prenez des risques car il y a les cascades et c'est vous qui les réalisez. Oui, j'adore ça, ouais. Oui, j'adore. Alors, je vais peut-être me calmer un jour, mais je suis de nature un peu sportive, donc et j'aime bien
prendre des risques, m'amuser avec ça, c'est des petits défis personnels. Non, j'aime beaucoup. Ce que j'aime moins avec l'âge, c'est peut-être les bagarres, les scènes de bagarre. Avant, j'aimais bien ça, jeune. Maintenant, peut-être un peu moins, mais j'adore faire de l'escalade, me jeter d'une falaise, manquer de tomber d'un pont. Voilà, je m'amuse beaucoup avec ça. Oui, mais il y a eu d'ailleurs un moment difficile. Vous êtes tombé d'un pont et ça aurait pu mal finir. Oui, il y a des cascades qui peuvent être dangereuses. Ouais. Après coup, on se rend compte quand même que on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Voilà. Non, mais j'ai confiance en mon corps, en ma capacité, en mes réflexes, ma capacité à bien faire les choses. Et puis, c'est des risques calculés quand même. Je mesure un petit peu le danger, l'effort à faire. Il y a eu une course en motoneige aussi qui était étonnante. Ça, c'était magnifique. C'est un des rares épisodes qu'on fait vraiment sur la neige. Ça s'appelle La fille de l'hiver. C'est mon épisode préféré, je crois. Avec l'homme perdu, donc finalement qui est dans la neige aussi. Et il y a des poursuites en motoneige et c'est sublime. Mais on l'a fait pendant le confinement. Donc les stations de ski étaient fermées. Et là, on a eu des espaces pour nous qui étaient immenses. Et on s'est régalé. On a fait un film d'aventure à l'américaine, dans les grands espaces. Et la série va évoluer, Samuel Le Bihan, puisque Lionel Astier et Marlene Canto ont décidé de quitter cette série, ce qui est une tristesse pour le public, mais en même temps, il faut faire avec. Ça va donner... Alors, je les adore. J'adorais jouer avec eux. C'était vraiment mon plaisir. Et puis, ils ont leur carrière, ils ont des projets, ils ont des envies. Et ça, je le comprends, c'est normal. Mais je les adore. On est en bons termes. Donc, on a décidé de pas les remplacer, de plutôt faire la place à des guests qui pourraient, pour le coup, avoir un peu plus d'espace, des rôles plus importants, et chercher à se réinventer, mais sans les remplacer, quitte à les faire revenir en guest de temps en temps. Parce que voilà, ils auront bien 15 jours, 3 semaines à nous accorder, et que dans le plaisir et les retrouvailles. Et vous continuerez le plus longtemps possible. Moi, tant que je m'amuse, tant qu'il y a des défis, tant que je sors de ma zone de confort, j'ai pas envie de ronronner. J'ai envie de me surprendre et d'être dans le plaisir de cette nature forte et merveilleuse. Vous savez qu'on arrive à 4 heures du matin dans un décor en haute montagne, juste pour voir le soleil se lever sur un plateau. C'est magique, Faut le gagner, parce qu'on se lève très tôt pour faire tout le chemin et il faut arriver de nuit. Mais alors on a très froid, mais il y a des moments qui sont incroyables sur cette terre. Donc ça se vit autant que ça se tourne. C'est un mélange très fort et je pense que le public le sent. Il n'y a pas de fond vert sur Alex Hugo. Tout est réel, tout est fait en vrai. Et c'est payant, ça se voit. Alors, ce qui est payant aussi, c'est tout ce que vous faites à côté. Il y a aussi un film qui s'appelle Tu ne tueras point, une fiction dont vous êtes à l'origine, et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour vous, Samuel Le Bihan. Tu ne tueras point, c'est un avocat qui va défendre une mère qui a tué son enfant handicapé. Donc c'est un sujet grave, sérieux. Ce sont des choses qui arrivent. Des personnes qui sont désespérées, qui sont dans la souffrance, et qui n'ont plus d'autre alternative pour sortir de cette situation de douleur, de souffrance, pour soulager leur enfant, de mettre fin à leur jour. Et c'est des situations très complexes parce que est-ce que c'est la mère qui exerce son tout pouvoir en donnant la vie et en la reprenant, ou est-ce que c'est vraiment la société qui les a abandonnés? Et c'est la question importante à se poser. Ce sont des choses qui arrivent et j'avais envie d'en parler. Et donc je fais cet avocat qui va défendre cette mère. Et vous faites aussi tout à fait un rôle tout à fait différent. Vous êtes un mineur, je crois, dans Gueule Noire. Et là, c'est un rôle tout à fait particulier aussi. Oui, cette année, c'était assez riche, puisque oui. En décembre, là, oui, j'ai tourné ce film, alors très viril pour le coup, il y a que des mecs, et qui s'appelle Gueule Noire, qui se passe sous terre, qui est un film d'aventure aussi, puisque il y a un mélange de fantastique, parce que sous terre, ils vont découvrir quelque chose d'endormi qu'ils vont réveiller. Hélas pour eux, voilà, ça va susciter en tout cas énormément de rebondissements. Donc c'est un film réalisé par Mathieu Turi qui sortira le 16 octobre, je crois, et dont on va parler parce que il est assez typique, il est osé, il est audacieux, et la réalisation est assez formidable, quoi. Et vous retrouvez au fond de la mine, pour vous, c'est particulier. En fait, j'adore
tout ce qui met le corps à l'épreuve, quoi, dans le fond. Parce que là, donc, alors, j'aime les défis. C'est-à-dire que dans Tu ne tueras point, j'ai une plaidoirie de 14 minutes. Et là, fallait tenir le public. Et je l'ai fait en direct, avec le public. Je l'ai fait d'un coup. Là, on aurait pu le faire en plan séquence. Donc, ça a été un moment très fort. Et donc, il y avait un défi d'acteur sur le texte, là, qui renouait un peu avec mes années de comédie française. Il y a eu ce défi physique pour les mineurs de fond, parce que c'est un métier extrêmement difficile. Alex Hugo. Et là, je vais te faire un téléfilm sur un moment de vie de Yves Parlier dans les années 2000, qui a fait le Vendée Globe et qui a cassé son mât, et qui n'a pas abandonné, qui a réparé seul son mât, qui a continué la course et et comme il était dernier, il n'y avait plus rien à manger. Et donc ça a été un moment d'aventure extrêmement puissant, et donc où la course du Vendée Globe n'est pas seulement une course sportive, c'est aussi un moment d'aventure très fort, un moment d'aventure humaine où on voit l'être humain jusqu'où il peut aller. Et donc on va être sur la mer, je renoue avec mes ancêtres, où là je vais être sur l'eau et à la voile, et ça va être un moment très très fort, et encore à remettre le corps à l'épreuve. J'adore quand ce métier me permet d'être à la fois dans le réel, parce qu'on vit les choses réellement. Un peu comme ces auteurs de littérature là que j'adorais, Hemingway, Jack London, Kessel, qui vivaient autant ce qu'ils écrivaient. Et pourtant, c'était de la grande littérature. En tout cas, il y a tout ce travail-là, il y a Alex Hugo, vos activités personnelles. C'est dire si vous pouvez revenir dans les clés d'une vie, parce qu'on aura toujours des choses à se raconter. Avec plaisir. Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. En fait, c'est nouveau. Avant, je l'étais pas forcément, mais j'ai vraiment appris à m'organiser. J'ai un planning chargé, mais voilà, j'ai développé cette compétence. Donc, on peut se revoir quand vous voulez pour parler de tout ça. Merci Samuel Le Bihan. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.